Mon nom est Dominique Lédet, je suis directrice du département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal. Et j'aimerais vous remercier d'être là ce soir. J'aimerais également remercier la librairie Olivieri de nous accueillir pour ce lancement. À la suite donc de la publication du manifeste pour un Québec pluraliste, qui a été d'abord publié sur un site web et qui a été également publié dans les colonnes du Devoir. Donc nous avons lancé cette invitation ce soir pour pouvoir poursuivre de vive voix le débat qui a été commencé dès après la publication de notre manifeste. Notre objectif, en effet, avec ce manifeste, c'était d'abord d'exprimer notre inquiétude devant ce que nous percevions être des risques de crispation du débat identitaire au Québec face aux défis complexes que pose le vivre ensemble d'individus et de communautés issus d'horizons très différents. Ensuite, notre objectif était de rappeler les grands principes de la position pluraliste qui s'inscrit dans la tradition interculturaliste du Québec contemporain, position qui nous semble le mieux à même de garantir notre capacité à faire face à ces mêmes défis. La publication du manifeste a suscité de nombreuses réactions, parfois enthousiastes, parfois critiques. Ces réactions témoignent généralement d'une volonté commune, celle de penser les conditions de l'intégration de ces individus, de ces gens provenant d'horizons divers, dans un Québec que nous voulons tous résolument ouvert et démocratique. Donc c'est à ce débat que nous vous invitons maintenant. Et pour ce faire, la façon dont nous voulons procéder, c'est que d'abord nous allons, pour lancer la discussion, demander à des gens qui ont signé ou qui ont initié le manifeste de dire quelques mots pour expliquer un petit peu la raison pour laquelle ils ont voulu participer et lancer cette entreprise. Et après avoir parlé environ au maximum 10 minutes, nous allons ouvrir le débat avec la salle. Et donc, à la librairie Olivieri, on m'a bien dit qu'il était extrêmement important que les gens qui veulent prendre la parole le fassent en utilisant le microphone. Et je demanderai à tout le monde d'être bref pour pouvoir permettre au plus de personnes possible de s'exprimer. Je voulais, avant de présenter les personnes qui sont sur le panel, je voulais déjà dire qu'il y a jusqu'à présent 691 personnes qui ont signé le manifeste, ce qui est quand même important. Si vous avez suivi un petit peu les journaux et les interventions un petit peu partout, je pense que la discussion est déjà bien lancée. Nous avons envie de la poursuivre, d'abord ce soir avec vous, mais aussi à l'occasion d'autres débats. Et nous vous invitons donc à continuer à consulter régulièrement le site du un Québec, c'est quoi, c'est un Québec pluraliste, pour un Québec pluraliste.org, sur lesquels donc d'autres événements du même genre vont être annoncés. Alors maintenant, je vais présenter rapidement mes collègues qui vont, en quelques mots, expliquer pourquoi ils ont voulu participer à cette entreprise. Premièrement, à ma gauche, Micheline Milot, qui est professeure de sociologie à l'UQAM également. Ensuite, mon collègue Jocelyn Maclure, qui est professeur de philosophie à l'Université Laval. Louis Balthazar, qui est professeur émérite du département de sciences politiques de l'Université Laval, mais qui est également à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Et enfin, Pierre Bosset, qui est professeur au département de sciences juridiques à l'UQAM. Voilà, donc Micheline, je te passe la parole. Merci. Alors, bonsoir. Un petit mot sur notre travail en équipe, comment ça a surgi, et peut-être aussi un mot un petit peu plus personnel, pourquoi moi je me suis impliquée dans cette aventure. L'idée d'écrire ce texte qui a pris en fait la forme de manifeste a surgi presque spontanément entre quelques personnes qui se connaissent, nous nous connaissons, mais nous ne travaillons pas directement ensemble et nous venons d'horizons disciplinaires très différents. Mais je dis spontanément parce que nous avons éprouvé non seulement une inquiétude commune, mais aussi nous partageons un intérêt commun pour notre analyse, notre travail sur la société québécoise. Et Dominique y a fait référence rapidement.
nous avons d'abord ressenti une inquiétude commune que nous nous sommes à peu près exprimés dans les mêmes termes les uns aux autres, c'est-à-dire une équation qui, présentement, dans la discussion publique, est assez présente, est assez dominante, qui ne nous apparaît pas une prémisse vraiment favorable au débat. C'est-à-dire une équation entre la préservation de l'identité des valeurs nationales, auxquelles nous tenons bien entendu, mais une équation qui fait que cette identité, ces valeurs seraient menacées par la diversité, et plus particulièrement par la diversité religieuse, qui pourtant n'est pas plus visible, plus présente ou plus arrogante au Québec que dans les autres sociétés démocratiques. Qui ont, elles aussi, à trouver des aménagements pour vivre ensemble pacifiquement, sereinement. Une inquiétude aussi, non pas sur le fond, mais sur la forme, à propos du ton, je dirais, le ton même de la discussion publique depuis peut-être plus intensément depuis 2 ans. Les signataires, particulièrement les initiateurs, nous sommes tous habitués au débat et à la confrontation des idées, des principes, des analyses, des aménagements possibles, etc. Mais sincèrement, nous ne croyons pas qu'il est nécessaire, pour rendre plus légitimes nos arguments, d'attaquer des personnes ou des groupes d'individus qui vivent ou travaillent dans la société ou qui tentent de s'intégrer à notre société. Une inquiétude, mais aussi un intérêt commun qui nous rassemble. Nous partageons tous une passion pour la société québécoise dans laquelle nous vivons, que nous analysons tous, chacun selon des angles différents. Plusieurs d'entre nous avons travaillé non seulement dans l'univers scientifique des universités ou des collèges, mais aussi concrètement à des aménagements sociaux, que ce soit la laïcisation du système scolaire pour certains d'entre nous, une meilleure cohérence des politiques publiques québécoises dans divers domaines liés à l'immigration, à l'intégration, au droit, à la langue française, au vivre ensemble, à une meilleure compréhension de notre histoire. Et nous avons voulu réunir dans ce document les principes que nous trouvions être les plus à même de mettre un peu la table pour un débat qui nous semblait plus serein, plus ouvert, sur des enjeux qui nous concernent tous. Personnellement, en ce qui me concerne, j'analyse depuis une quinzaine d'années les aménagements laïques au Québec, mais aussi dans le monde. Je travaille avec des ONG depuis longtemps au Québec, dans plusieurs pays d'Amérique latine. Je travaille aussi au Conseil de l'Europe avec des ONG et des enseignants qui viennent des Balkans, des pays qui ont vécu des divisions profondes sur la base ethnique ou religieuse. Et j'ai pu constater les effets, souvent très contre-productifs, des mesures draconiennes que des sociétés ont tenté de mettre de l'avant pour essayer de sauver des identités présumément menacées en assimilant ceux qui sont différents ou qui sont minoritaires dans une société. Alors, il m'a semblé, je pense à mes collègues aussi, de notre devoir en tant qu'intellectuels, en tant que citoyens, d'analyser et de mettre à jour les voix qui sont sans issue, les voix qui sont divisives entre des citoyens, d'essayer d'évaluer aussi les effets de certaines mesures qui parfois peuvent paraître très attrayantes, peuvent paraître même une panacée à tous nos différends, comme le veulent certains à propos d'une charte de la laïcité, mais qui limiterait passablement l'expression de l'appartenance religieuse dans nos institutions. Et dans la lignée de mes réflexions, de mes analyses sur le terrain depuis des années, j'ai joint ma voix à cette initiative qui est pour moi dans le prolongement de ce que j'évalue comme le plus prometteur pour aménager une société diversifiée et qui a un écho depuis des années dans la voix même des personnes qui sont sur le terrain, qui ne sont pas des analystes, mais qui vivent, qui s'intègrent et qui partagent avec nous, je dirais, cette histoire commune du Québec. Alors,
Voilà. Merci. Jocelyn? Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup d'être là. Toujours donc sur le thème de cette inquiétude commune autour de laquelle on s'est rallié. Une de mes inquiétudes personnellement, c'est quant à la nature du débat au Québec sur l'identité et le vivre ensemble, en particulier eu égard à l'effacement de la position pluraliste dans le débat public depuis, grosso modo, la publication du rapport Bouchard-Taylor qui a été enterré donc de façon immédiate, qui n'a pas été vraiment débattu. Depuis ce temps-là, me semble-t-il que dans notre débat d'idées, les pluralistes se sont largement tus, ce qui a laissé donc la place à d'autres courants. Ce qui a fait en sorte, entre autres, que lorsque des mouvements ou des partis ont défendu des positions pluralistes, je pense par exemple à la Fédération des femmes du Québec et aussi à Québec solidaire, qui tous les deux ont défendu des positions donc nuancées, courageuses, nuancées sur la laïcité. Ces mouvements se sont fait attaquer durement, puis peu d'intellectuels donc sont venus les appuyer. Pas de défense non plus des positions pluralistes, pas de défense forte chez les politiques, en tout cas chez les grands partis. Donc on connaît tous l'histoire de l'ADQ par rapport aux questions identitaires. Le PQ prépare maintenant une charte de la laïcité qui fort possiblement donc pourrait être très restrictive. Le PQ flirte parfois avec le nationalisme qu'on a qualifié de conservateur. Par ailleurs, le PLQ cherche par tous les moyens possibles à éviter ces questions plutôt que de les affronter puis défendre des positions aussi courageuses. Donc un vide sur le plan donc du politique. Ce qui a fait en sorte que dans le débat de la dernière année, on a assisté à ce qui nous apparaît une convergence assez improbable mais réelle entre des mouvances très différentes, distinctes, qui sont à plusieurs égards incompatibles, mais qui convergent dans l'idée donc d'une critique du pluralisme et puis des politiques qui y sont associées, que ce soit l'interculturalisme ou une laïcité ouverte. Ces deux courants, donc, on a cherché à les nommer dans le manifeste. Très brièvement, donc, le nationalisme conservateur qui considère que la majorité historique se serait effacée, que ses préoccupations légitimes sont maintenant occultées. De l'autre côté, une conception plus stricte, plus fortement républicaine de la laïcité, qui partage donc des prémices complètement différentes de celles des nationalistes, mais qui considère donc qu'on devrait durcir le modèle de laïcité qui s'est imposé graduellement au Québec. Donc, à partir de prémices complètement différentes, même mutuellement incompatibles, ces mouvances donc convergent dans une critique du pluralisme, ce qui peut donner l'impression donc d'une critique très vaste du pluralisme, une critique unanime, mais une de nos missions, c'était de montrer comment les programmes, au fond, politiques de ces mouvances sont différents, puis mutuellement incompatibles. Pour vous donner un exemple, donc, les nationalistes conservateurs, par exemple, considèrent souvent que les pluralistes sont des chartistes ou des absolutistes des droits. Donc, tout ce qui compterait pour les pluralistes, donc, c'est la protection des droits et libertés fondamentaux. Alors que chez les tenants d'une conception plus rigide de la laïcité, on considère que les pluralistes sont des relativistes, donc qui sont pas prêts finalement à défendre suffisamment les droits et libertés fondamentaux au nom d'un respect absolu de la diversité culturelle. Toutes les pratiques donc culturelles et religieuses seraient acceptées, même aux dépens des droits et libertés fondamentaux. Donc, vous voyez deux critiques du pluralisme complètement différentes, mutuellement incompatibles. Mais les pluralistes ont quand même à se défendre donc sur ces deux flancs. Donc une des contributions du manifeste, ça voulait donc d'éclairer, de jeter un éclairage sur ce débat, puis surtout de façon plus positive de réaffirmer au fond ce que sont les principes du pluralisme, ceux qu'on est prêt à défendre, montrer comment la position pluraliste n'est ni relativiste, que se comprend comme un approfondissement des valeurs démocratiques et libérales, puis ni absolutiste des droits, en ce sens que les droits, entre autres la liberté de religion, donc n'est pas considérée comme étant absolue. La liberté
liberté de religion, comme toutes les autres libertés fondamentales, peut être restreinte si son exercice mène à violer donc les droits d'autrui. Donc la position pluraliste est ni chartiste ni relativiste. C'est une des choses qu'on voulait chercher à montrer. Dernier point, on voulait aussi chercher à montrer comment il n'y a pas d'incompatibilité entre le respect et la reconnaissance de la diversité qui est au cœur du pluralisme et la reconnaissance des préoccupations et des intérêts légitimes de la majorité. En fait, ce qu'on a voulu faire valoir, c'est que une des choses qui honore le Québec contemporain, c'est l'équilibre que la société québécoise a réussi à atteindre, un équilibre toujours mouvant, mais un équilibre entre le respect des préoccupations, des intérêts de la majorité et le respect des préoccupations légitimes des minorités. Dans ces grandes politiques, que ce soit la Charte de la langue française, que ce soit ce modèle de laïcité ouverte, que ce soit dans l'interculturalisme québécois, il y a toujours cette visée donc d'atteindre un équilibre optimal entre les préoccupations légitimes de la majorité démocratique et des différentes minorités. Cette poursuite d'un équilibre honore le Québec, puis au fond le manifeste veut qu'on continue à chercher à réactualiser cet équilibre plutôt que de rompre avec cette quête qui comme je disais, qui honore le Québec. Merci, Jocelyn. Bonsoir, ça me fait grand plaisir d'être ici. Je n'ai pas, moi, participé à la rédaction de ce manifeste, mais je l'ai lu et je l'ai signé avec grand enthousiasme. Ce manifeste tombait on ne peut mieux. Et moi aussi, comme plusieurs, j'étais profondément désolé de voir le type de langage que certains nationalistes québécois tenaient depuis quelque temps. Je pensais qu'on avait fait beaucoup de chemin et tout à coup, j'ai l'impression que nous reculons. Je suis ici pour témoigner de l'importance qu'on puisse être à la fois, d'ailleurs, je vais vous dire ça tout de suite, en lisant Le Devoir ce matin, je lis un admirable texte du philosophe Michel Seymour et un autre du spécialiste de la littérature Pierre Neveu, et mon Dieu, tout était dit dans ces deux textes. Si vous ne les avez pas lus, je vous encourage fortement à les dire. Et Michel Seymour était un qui disait, je veux le dire à sa suite, qu'on peut être à la fois nationaliste, enraciné dans l'histoire, être plein de respect pour nos 400 ans de vie française ici sur la terre québécoise et en même temps croire au pluralisme et à la diversité culturelle. Le Québec auquel je crois est un être vivant. C'est un Québec qui a été et dont nous respectons l'histoire, nous en sommes issus, mais c'est un texte qui a drôlement évolué. Et c'est bien normal. Il a évolué de façon spectaculaire, en particulier au moment de la Révolution tranquille. J'ai des jeunes collègues qui mettent en doute l'importance de la Révolution tranquille, qui nous accusent, nous, de ma génération, de ne pas avoir assez parlé de continuité. Et je crois malgré tout, peut-être que c'est vrai, la grande noirceur, moi je connais pas un seul écrivain québécois sérieux qui ait utilisé cette expression-là. Il n'y avait pas grande noirceur avant 1960, mais il y avait, nous allons en convenir, passablement d'obscurantisme. Il y a 50 ans, il y a eu une élection ici avec le slogan « C'est le temps que ça change ». Ça exprimait l'impatience de toute une génération. Et beaucoup de choses ont changé, pas toujours pour le mieux. En particulier, une chose qui a changé pour le mieux, c'est que nous nous sommes mis, durant les années 60, à la faveur de la baisse du taux de natalité, à nous intéresser à l'immigration, à l'intégration des immigrants à la société québécoise francophone. Bien sûr, durant notre histoire, il y avait eu intégration. On peut se rappeler que les patriotes étaient d'origine ethnique diverse. Il y a eu, comme le rappelle le manifeste, une tradition de respect des droits dans notre histoire.
mais il faut bien avouer que nous ne nous intéressions pas suffisamment à l'intégration des immigrants à la société québécoise francophone. Nos gouvernements l'ont fait, et ça a donné finalement deux grandes chartes modernes qui, évidemment, le Québec est plus que ces chartes, mais ces deux chartes s'équilibrent et sont la base du Québec contemporain. La Charte des droits et libertés de la personne de 1975, la Charte de la langue française de 1977. L'une dit que nous ne ferons aucune discrimination des personnes en raison de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur religion, etc. Et l'autre fait de la langue française la langue commune de tous les Québécois. Remarquez bien que depuis 1977, la langue française n'est pas la langue de la majorité francophone, elle est la langue de tous les Québécois. Et à cet égard, je crois que nous ne gagnons rien à apposer des traits d'union au Québec. Nous sommes tous Québécois, le français est notre langue commune, quelles que soient nos origines ethniques et nos origines religieuses, et quel que soit le temps que nous avons mis à nous intégrer. Et voilà que depuis quelques années, on est en train peu à peu, furtivement, de réintroduire le trait d'union. Nous étions passés depuis longtemps à l'appellation canadien-français, qui avait des relents d'ethnicité, à l'appellation québécois. Et voici que furtivement, en employant souvent l'expression majorité francophone, on est en train de revaloriser le Canada français. Qu'est-ce que c'est que la majorité francophone si ça n'est pas la majorité canadienne française? Je crois qu'il est très malsain de s'exprimer ainsi. C'est vrai que la majorité existe et qu'elle est là. Bien sûr, la majorité occupe toutes les institutions, elle est présente avec sa tradition, etc. Mais pourquoi faut-il toujours le dire et le rappeler? Je me méfie des endroits dans le monde, et malheureusement il y en a beaucoup, où on parle des droits de la majorité. La majorité, elle a habituellement beaucoup de moyens qu'elle peut utiliser. Ce sont les minorités qui ont tendance à être oubliées. Et voilà pourquoi nos chartes insistent tellement sur les droits des minorités. Alors, je regrette donc ce mouvement récent sur cette insistance sur la majorité francophone et aussi sur une laïcité finalement qui ne donne comme résultat, on l'a fait valoir souvent, que tout à fait le contraire de ce qu'on désirerait. À écouter le langage qu'on a tenu à Hérouville et ailleurs au Québec depuis quelques années, il y a de quoi faire fuir à peu près 90% des immigrants du Québec, ou encore à les encourager à se replier sur eux-mêmes dans des ghettos. Seule la majorité, la laïcité ouverte, à mon point de vue, est susceptible de rassembler tous les Québécois, quelle que soit leur origine, tout en préservant nos valeurs fondamentales. Un mot en terminant. Le gouvernement du Québec avait produit en 1990 un admirable document au Québec pour vivre ensemble, où on parlait d'un contrat moral entre la terre d'accueil et les immigrants, et ceci semble avoir été oublié. Dans le discours que certains nationalistes tiennent, il n'y en a que pour inviter les immigrants à s'intégrer, à s'adapter. Il n'y en a pas pour dire aux Québécois de s'adapter et d'être plus accueillants. Et malgré tout, même si nous avons fait beaucoup de chemin, je pense que nous en avons beaucoup à faire. Les communautés culturelles ne sont toujours pas assez présentes dans notre fonction publique et dans plusieurs de nos institutions. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, Pierre Bosset.
Alors, ma courte intervention va s'inscrire un peu dans la foulée de ce qui vient d'être dit en ce qui concerne les chartes des droits. Je suis personnellement juriste de formation et pour être parfaitement à visage découvert devant vous, j'ai passé 22 ans de ma vie à la Commission des droits de la personne avant de franchir le Rubicon et de me transporter du côté universitaire. Les chartes des droits, pour moi, comme on vient de le souligner, sont l'un des piliers du Québec moderne, mais aussi elles s'inscrivent dans une tradition historique qui remonte au 19e siècle. Et pourquoi j'ai, moi, pris sur moi de signer et d'être un des initiateurs de ce manifeste, c'est que je considère que le débat actuel et les débats des 3 ou 4 dernières années témoignent d'une crise apparente, d'une crise perçue, une crise des institutions et une crise également du droit. Et en tant que juriste, bien entendu, je ne peux pas rester indifférent à cela. Comment se manifeste cette crise? Elle se manifeste d'abord par une méfiance vis-à-vis des chartes des droits qui sont perçues dans certains milieux comme étant le cheval de Troie d'une forme d'intégrisme triomphant contre lequel la majorité ne saurait pas se défendre. Et bien entendu, nous avons tous à l'esprit les exemples dont on a vu, après qu'ils étaient souvent exagérés, d'accommodements déraisonnables qui avaient donné lieu à la création de la commission Bouchard-Taylor. Donc, crise du droit. Est-ce que le droit est en mesure de permettre non seulement de promouvoir les droits des minorités, comme on vient de le dire, mais également de préserver les intérêts légitimes de l'ensemble de la population? Crise des institutions aussi, et par institutions, je me réfère ici spécifiquement aux tribunaux, qu'on accuse dans ce débat de se faire les véhicules de revendications qui tendent à instrumentaliser les chartes des droits. Donc, je suis parti du constat de cette crise du droit et je me suis attardé, le manifeste le fait également, à démontrer que d'opposer, comme on le fait trop souvent, les chartes des droits et les valeurs communes, c'est à certains égards un exercice un peu futile. Pourquoi? Parce que dans les chartes des droits, on retrouve déjà la plupart des valeurs communes qu'on invoque maintenant comme étant des limites potentielles à certaines libertés, dont la liberté religieuse. L'égalité des sexes, par exemple. Elle n'est pas une création récente. Elle figure dans notre Charte québécoise des droits depuis 1975. On a senti le besoin de modifier la Charte il y a 2 ans pour ajouter une garantie supplémentaire selon laquelle les droits et libertés garantis dans la Charte québécoise sont reconnus également aux hommes et aux femmes. La séparation de l'Église et de l'État, qu'on appelle parfois laïcité, qu'elle soit ouverte ou fermée, c'est un débat en soi. La séparation de l'Église et de l'État, elle fait déjà partie de notre droit depuis même bien avant les chartes. Depuis les années 50, on a reconnu que dans l'ensemble du Canada, il existait un principe de séparation de l'Église et de l'État. Par la suite, ce principe de séparation a été conçu, présenté, interprété comme découlant des chartes des droits, justement, de la liberté de conscience et de religion des citoyens. Et c'est un peu de la même façon, soit dit en passant, qu'on conçoit la laïcité en France, à savoir comme étant au service des libertés de conscience et de religion des individus. Le patrimoine historique qu'on invoque parfois, au point où dans un projet de loi qui est présentement à l'étude à l'Assemblée nationale, on propose de faire du patrimoine historique du Québec une valeur qui permettrait d'influer sur l'interprétation des chartes des droits. Eh bien, ce patrimoine historique, dans le cas qui est le nôtre, dans le cas du Québec, il inclut aussi une préoccupation légitime pour les chartes des droits. On y a fait référence à 2 reprises depuis le début de cette soirée. J'en conclus, et je vais terminer là-dessus, c'est une intervention que je voulais courte, sur cette continuité historique qui nous caractérise au Québec depuis 150 ans au moins, et qui trouve aujourd'hui son expression juridique dans les chartes des droits. Et à trop vouloir invoquer des valeurs concurrentes aux chartes des droits, même aux dépens de la rigueur, je pense qu'on risque, il ne faut pas l'oublier, de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Je vais m'en tenir à ça pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Donc, voilà. Bien. Alors, donc les personnes qui veulent intervenir, je vous prierai de vous ranger en effet derrière le micro. Ce serait peut-être, d'ailleurs, vous le faites de vous-même. Donc, ce sera plus simple.
Et je vous demanderai d'être, si possible, bref dans vos interventions pour laisser la place au débat. Oui, mon nom est Pierre Jonca. Je m'inquiète, comme vous, du fait que le débat s'envenime. C'est malsain, ça ne résoudra rien, ça va même compliquer les choses à la longue. Donc, sur cette question-là, je suis tout à fait... Sur cette observation-là que vous faites, je suis tout à fait d'accord. Le problème, pour moi, n'est pas la diversité, mais bien l'exigence par certaines minorités, pas toutes, certaines minorités religieuses, d'obtenir pour leurs seuls membres des dérogations à des lois et règlements parfaitement sensés. Cela met en péril la règle de droit. Ça me semble dangereux. Ça, c'est ma première observation. Ensuite, la liberté de religieuse est souvent évoquée par les chefs de file de certaines sectes pour anéantir la liberté de conscience de leurs fidèles. Et l'État ne doit pas s'en faire le complice, parce que leur liberté de conscience me semble antérieure à la liberté. On adhère à sa religion par un acte de conscience. Et si la liberté de conscience est anéantie par les chefs de file de toutes sortes de façons, à ce moment-là, c'est la fin de la liberté de conscience. Et ça, c'est plus grave encore. Enfin, mon dernier point, je ne crois pas qu'il faille hésiter, là où la situation l'exige, il ne faille pas hésiter d'invoquer les dispositions dérogatoires de nos chartes, la canadienne comme la québécoise, pour rétablir la règle de droit. Il y a des cas précis que je pourrais citer, je n'irai pas dans le détail. Et j'aimerais savoir ce qu'en pensent les signataires du manifeste. Merci. Excusez-moi. Très bien. Oui, merci. Peut-être, Pierre, tu peux répondre rapidement sur la question du droit. Et voilà. Oui, sur deux aspects. En fait, le dernier, pour reprendre le dernier que vous avez abordé, les clauses dérogatoires. Le manifeste en parle. Le manifeste reconnaît que dans les cas extrêmes, comme nous l'écrivons, il est possible pour le législateur de déroger à certains droits ou libertés, y compris la liberté religieuse. C'est une faculté qui lui est laissée, qui comporte aussi un prix politique, il faut en être conscient, comme on l'a vu lors du lac Meech. Ma deuxième observation porte sur un autre point. Vers la fin de votre intervention, vous rappeliez l'importance de la liberté de conscience qui doit rester un choix individuel. Je veux juste souligner qu'au Canada et au Québec, nous avons la chance, certains ne seront probablement pas d'accord avec ça, mais nous avons la chance d'avoir une conception de la liberté religieuse qui met l'accent sur la subjectivité des individus. Et au point où parfois on accuse cette conception de mener à des abus de la liberté religieuse. Mais l'aspect positif de cette conception-là, c'est qu'elle permet justement l'exercice de cette liberté individuelle à l'intérieur même des religions contre les autorités religieuses patriarcales, pour celles qui le veulent, bien sûr. Bien sûr. Très bien. Alors un bref complément, oui, Jocelyn. Donc, dans une perspective libérale, même si elle est pluraliste, tous les citoyens doivent être protégés. En fait, leur liberté d'association doit être protégée. C'est-à-dire qu'il faut protéger les citoyens qui seraient donc forcés d'appartenir à des groupes donnés, puis il faut aussi protéger leurs droits de sortie. Donc, si des citoyens sont embrigadés, une position pluraliste, en tout cas, fait pas l'impasse sur ce droit de sortie que doivent posséder les citoyens. Très bien. Oui. Bonjour, mon nom est Geneviève Barry. J'aimerais d'abord féliciter en fait les gens qui ont parti de cette initiative-là parce que franchement, dans le débat public, la position pluraliste était pas beaucoup à l'avant-plan et mea culpa moi-même. Donc félicitations, bref, pour avoir pris cette initiative-là. Moi, j'ai signé le manifeste. Parce que j'adhère profondément aux principes qui sous-tendent le modèle québécois d'interculturalisme. Moi, j'ai fait ma maîtrise en sciences politiques sur ce modèle-là. J'ai tenté de le définir, de retracer son historique. Et plusieurs disent que l'interculturalisme, c'est la même chose que le multiculturalisme. Et je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose. En fait, c'est un modèle qui a vraiment cherché à défendre l'identité de cette majorité sociodémographique sur le territoire, mais tout en prenant acte de la diversité qui caractérise de plus en plus notre société et qu'on peut pas mettre de côté. Bref, mes réflexions théoriques m'ont amené beaucoup à m'interroger là-dessus, mais aussi dans le cadre de ma pratique, parce que je travaille à l'Institut du Nouveau Monde. J'ai mis en place un programme qui s'appelle Pont interculturel, et je vous dis que c'est pas avec un discours
où on souhaite exclure le religieux de la sphère publique qu'on va réussir à faire participer, dans le fond, ces nouveaux citoyens-là qui arrivent et à les faire non seulement participer, mais à ce qu'ils prennent part activement au développement de notre société. Bref, de par mes réflexions théoriques et de par ma pratique, le modèle québécois d'intégration qu'on appelle l'interculturalisme au Québec m'apparaît très porteur, de par le fait qu'il ne met pas de côté du tout la mémoire et il met aussi à l'avant-plan le dialogue, la participation pour construire justement une société québécoise francophone en Amérique du Nord. Donc, il est porteur de ce projet de société-là. Bref, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Peut-être alors très rapidement, Louis Baltazar. Je voudrais intervenir très rapidement. Il est bon de rectifier le sens, de se rappeler du sens des mots et de l'origine historique aussi de l'utilisation des mots. Le multiculturalisme canadien est issu d'une loi de 1971 qui avait pour but précis de faire oublier ce qu'on appelait la dualité canadienne et qui s'exprimait dans l'expression de biculturalisme. Il a contribué, et c'est pour ça que les Québécois ont toujours répudié le multiculturalisme, parce que ça contribuait comme esprit, comme philosophie, à mettre la culture québécoise sur le même plan que toutes les cultures immigrantes ici. C'était donc une offense à ce que représentait la culture québécoise. Mais en soi, le mot culturel, il peut être utilisé ailleurs dans le monde, dans d'autres sens, et je vois pas ce qu'il y a de mauvais dans ce mot-là. J'ai toujours dit, moi, que si en 1971, on avait à faire deux multiculturalismes canadiens, deux façons de s'intégrer, et c'est évident pour tout le monde, pour quelque observateur de l'étranger, qu'on ne s'intègre pas de la même façon à la société canadienne de langue anglaise et à la société québécoise. Voilà pourquoi on a trouvé un autre mot, interculturalisme, pour décrire ce qui se vit ici. Merci. Madame? Oui, je m'appelle Awa Bokarli. Je suis sociologue et chercheur associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa et présidente fondatrice du réseau québécois Femmes africaines Horizon 2015 basé à Montréal. Je voudrais vous féliciter très, très sincèrement les initiateurs de ce manifeste parce qu'il était temps que les intellectuels prennent la parole au Québec. Parce que les grands débats sociaux, on les a laissés aux humoristes au Québec. J'ai du respect pour les humoristes, mais quand même les intellectuels ont à faire et je vous félicite très sincèrement. Et il était temps aussi qu'on ramène les choses à leur juste mesure, parce qu'il y dépend de l'avenir de nos enfants, de l'avenir des jeunes, de la jeunesse montante et future. Parce que le Québec de demain, comme la plupart des sociétés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, c'est des sociétés multiculturelles. Moi, je vois beaucoup de Québécois en Afrique. Je vois beaucoup de Québécois en Afrique du Nord qui habitent là et qui viennent. Pourtant, personne ne se pose la question de qu'est-ce qu'ils font là, est-ce qu'ils sont en culotte courte, alors que c'est un pays musulman, comme j'ai passé 2 ans au Maroc, par exemple, et on m'a fait loger pendant 7 mois à l'hôtel. Je voyais beaucoup de gens qui étaient là, beaucoup d'Occidentaux, qui étaient là parce qu'ils pouvaient vivre librement leur orientation sexuelle. Alors que souvent, c'est réprimé ici, même si on dit qu'on est tolérant vis-à-vis de l'homosexualité et tout ça. Je crois que l'exemple de l'ancien candidat au Premier ministre n'a pas montré cela. Et quand on me dit, oui, il faut respecter les valeurs québécoises, je me demande souvent de quoi on parle. Est-ce que le Québec est une planète à part qui a certaines valeurs que d'autres sociétés n'ont pas? Parce que la plupart des immigrants qui se retrouvent ici, venant de l'Afrique, venant de l'Asie, venant de l'Europe de l'Est, venant de l'Amérique latine, c'est des gens très politisés, souvent plus politisés que la moyenne québécoise, qui ont payé, qui ont lutté pour la liberté et qui ont payé souvent de leur prix et en perdant des familles ou en étant emprisonnés. Alors quand les gens viennent, ils connaissent la démocratie, ils connaissent la liberté. Les femmes, c'est la même chose. C'est des femmes qui ont lutté. Je ne suis pas obligée de le dire, mais je vais vous le dire. Je suis musulmane, croyante et pratiquante.
mais j'ai mes cheveux, je ne les couvre pas. Cette sœur-là qui veut couvrir ses cheveux, regardez comme elle est belle. Et je pense donc que je vais juste vous lire un manifeste, juste une partie, madame, c'est important. Oui, c'est très court, ça résume, parce que c'est un manifeste, il y a eu une consultation sur la discrimination et le racisme que le gouvernement du Québec a ouvert quand Mme Lise Thériault était ministre de l'Immigration. Et nous, le réseau Femmes africaines, nous avions écrit un mémoire que nous avons déposé à l'Assemblée, que nous avons défendu, qui a été choisi parmi les 18. Je vais vous juste lire une partie. Que proposez-vous pour faciliter le rapprochement interculturel? La condition sine qua non d'un rapprochement culturel, c'est la connaissance mutuelle. Connaissance basée non pas sur des préjugés qui engendrent soit le mépris, soit le paternalisme vis-à-vis des immigrants, mais sur celle de leurs valeurs, de leur histoire, celle de leur contribution passée et présente à la civilisation universelle et au développement du Québec et du Canada. Je pense par exemple à l'histoire millénaire des Chinois, à celle des Arabes qui ont donné l'écriture à l'humanité et contribué au développement de la médecine mondiale, à celle des Noirs avant la période coloniale qui avaient de puissants empires et royaumes de brillantes civilisations, contrairement à ce qu'a répandu l'idéologie esclavagiste justificatrice de l'esclavage. Parallèlement, les immigrants doivent apprendre l'histoire du Québec et comprendre leur extraordinaire résistance culturelle francophone dans la mer anglophone qu'est l'Amérique du Nord et les défis par lesquels ils sont passés pour bâtir la société québécoise moderne qui accueille aujourd'hui des milliers de gens venus d'ailleurs chercher des conditions meilleures. La connaissance mutuelle. Il y a beaucoup d'intellectuels venus d'ailleurs, on ne les entend jamais. Par exemple, je suis la seule femme issue de peuple noir ici. Intégrez, je vous encourage à continuer sur ce pas-là, mais intégrez les intellectuels issus venus d'ailleurs parmi vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bonjour mesdames, messieurs, Geneviève Corfa. Alors c'est moi qui, avec mon amie Micheline et Gilda, avons répondu en disant que c'était un texte tendancieux. On l'a répondu rapidement, sans beaucoup de réflexion. Moi je suis une scientifique en biologie, donc je maîtrise pas les concepts en sociologie. Mais on a été effectivement heurté au départ par le fait que vous réduisiez la position québécoise à deux courants. On trouve que c'est une position qui était réductrice. On pense qu'il y a place au Québec à des positions beaucoup plus larges. Dans une société, on a l'extrême droite populiste, on a des extrémistes de tout acabit, et puis il y a beaucoup de gens qui sont de toutes sortes de positions divergentes. Puis pour ma part, je suis en grande partie d'accord avec votre manifeste. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète, et qui m'inquiète plus, ce qui me touche le plus peut-être en tant que femme. Et c'est pour ça qu'on a réagi. En premier lieu, indépendamment de tous les autres aspects, je vais être concise, mais ce qui pose problème dans la société, et ce n'est pas uniquement au Québec à cause de l'identité des Québécois, par rapport au texte qui était ce matin dans le Devoir, parce qu'en France, ça se pose le même problème, dans d'autres pays européens, le problème se pose, c'est qu'il y a des demandes réactionnaires d'extrémistes religieux, et vous n'en parlez pas du tout dans votre manifeste. Alors, quelle réponse donner aux demandes réactionnaires des extrémistes religieux pour ne pas reculer sur nos acquis et sur, comme on dit, les valeurs fondamentales qui sont, bon, on le sait, l'égalité, etc. Donc, je ne connais pas, moi, une religion qui défende l'égalité entre les hommes et les femmes. J'en connais pas une. Peut-être que je ne connais pas toutes les religions, mais je n'en connais pas. Donc, c'est des choses qui sont quand même fondamentales. Et en tant que femme, essentiellement, comme je vous dis, je me pose beaucoup de questions par rapport aux demandes des extrémistes religieux. Je le campe de cette façon-là. Oui. Et c'est pour ça que la charte de la laïcité, pour moi, était une forme de réponse, parce qu'en donnant des règles communes, claires, on évite un extrémisme xénophobe de s'exprimer et on évite des demandes excessives des extrémistes religieux. Voilà, c'est un petit peu, je le simplifie, c'est ma vision de la chose. Très bien, je vous remercie de votre intervention. Il est clair que, donc, simplement, il est clair que quand on fait un texte court, on est obligé de ramasser, de ressaisir, de simplifier. Donc, il ne faut pas nous en vouloir. La tâche que nous avions, c'était surtout pour la version courte de ramasser en 1300 mots un texte déjà plus long. Et donc, on fait des raccourcis, mais c'est pas pour vouloir faire des amalgames que nous avons fait ça. Mais vous avez raison de mentionner qu'il y a toute une gamme de positions possibles et qu'on peut être en partie d'accord avec certaines sections du manifeste
manifeste et être en désaccord avec d'autres partis. Et si vous nous interrogez de manière plus approfondie chacun d'entre nous, vous trouveriez assez rapidement des petites zones de désaccord. Mais j'aimerais demander à Micheline de répondre, disons, à la substance de votre intervention. Quand même, je vais revenir aussi sur la première. Je suis quand même surprise qu'on nous prête de telles intentions de se placer de haut, de dire la vérité, de classer tout le monde en deux parties égales. Quand on a nommé deux tendances, c'est parce que c'est deux tendances qui présentement monopolisent beaucoup le débat. Nous n'avons pas dit qu'il n'y a que ces deux tendances-là dans tout le Québec et que nous avions enfin la troisième. C'est qu'il y a un débat d'idées, il y a une façon de le mener, il y a des termes qui sont dans ce débat-là. Et présentement, depuis, comme je le disais au tout début, à peu près 1 ou 2 ans, il y a, parmi les tendances, il y en a 2 qui ressortent davantage, que nous avons identifiées et que ces 2 tendances-là nous semblent être porteuses d'un débat un peu acrimonieux. Et nous avons voulu replacer les termes de ce débat, mais autrement, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'y a que ces 3 façons de nommer les termes identité, valeur, laïcité, etc. Donc, pour cette question-là, je pense que c'était dans la tête de aucun des rédacteurs, pas du tout. Sur la question des intégristes et des extrémistes religieux, je dirais que quand il y a de l'extrémisme religieux, il y a de la violence. Quand il y a de la violence, il y a des lois pénales, il y a des lois criminelles pour en venir à bout. C'est-à-dire, un extrémisme religieux, encore faudrait-il nous dire de quoi parlons-nous? De qui parlons-nous? Alors, est-ce que nous parlons de des gens qui veulent changer les lois du Québec, capturer la politique ou le législateur québécois et faire complètement changer les lois au Québec? Je voudrais qu'on me démontre que cela existe. Bien, madame. Je pense qu'on peut, écoutez, il y a des gens qui attendent depuis longtemps pour prendre la parole, mais peut-être. L'intégrisme religieux, ce que je voulais dire dans l'intégrisme religieux, juste, si vous permettez le dialogue, ça va être très bref. L'intégrisme religieux, pour moi, c'est les demandes réactionnaires de personnes. C'est pas forcément. Oui. Bon, il est un peu haut là. Bon, si vous voulez. L'intégrisme religieux, j'entends juste le fait qu'il y ait des demandes de part de groupes religieux qui sont extrémistes dans leur position et qui ont des demandes réactionnaires. C'est pas forcément violent, mais des fois il faut pas nier qu'il y a des fois des agendas politiques de certains groupes et qui, ça a été suffisamment documenté là. Ça se passe partout, qu'ici, en France, partout. Donc c'est pas forcément violent. Ça peut être une demande que je considère réactionnaire parce qu'il y a un agenda politique. Il y a l'aspect politique qu'il ne faut pas négliger. Mais est-ce que je pourrais me permettre de répondre juste un petit peu rapidement là-dessus? Je pense que nous pouvons tous avoir, et plus peut-être particulièrement les femmes, des inquiétudes concernant certains comportements, concernant certaines revendications. Et la question qui se pose actuellement au Québec, à laquelle nous pouvons tous contribuer, c'est de savoir si la charte de la laïcité serait le meilleur moyen de répondre à ces inquiétudes. Je pense que ça, c'est votre question. Dans le texte du manifeste, notre position là-dessus, c'est que ce n'est pas clair du tout qu'une charte de la laïcité serait le meilleur moyen d'atteindre ce résultat, c'est-à-dire de nous donner les moyens de gérer des demandes qui peuvent nous sembler réactionnaires ou qui pourraient mettre en cause ce que nous considérons être comme étant l'égalité homme-femme. Et la raison par laquelle nous ne le pensons pas, c'est que nous pensons que une charte de la laïcité aurait essentiellement pour effet de vouloir d'avoir un caractère répressif sur certaines pratiques religieuses et de vouloir en crisper, d'en vouloir rigidifier le sens, un sens qu'elles n'ont pas nécessairement. Nous pensons que la meilleure manière de gérer cette diversité religieuse, c'est de le faire en considérant, en faisant le pari de considérer la complexité face à face plutôt que de vouloir avoir une attitude suppressive de la complexité. C'est-à-dire qu'il y a des demandes qui peuvent nous sembler difficiles, il y a des demandes qui sont légitimes, eh bien il faut les regarder, il faut les considérer, il ne faut pas avoir peur justement d'y faire face plutôt que de vouloir mettre une charte qui peut sembler claire, qui est certainement simplificatrice, mais
qui peut créer pas mal plus de problèmes qu'en résoudre. Madame? Alors, je m'appelle Hélène Pichette. Moi, je vais être très brève. C'est des questions que j'ai. Allez-y. Alors, ma première question, c'était qu'est-ce que vous répondez à des universitaires? Malheureusement, il y en a un dont j'ai oublié le nom, qui avait un article fort intéressant la semaine dernière dans Le Devoir, qui s'appelait « Lettres à mes amis du Québec », qui était venu il y a 15 ans. Est-ce que vous avez vu un prof de l'Université de Genève? Et l'autre, c'est Vedeb qui a publié son livre, Vebed, pardon, qui a publié son livre « Un pari de civilisation ». Et sur le signifiant des signes religieux dans la société. Et ça m'amène à poser une question à Mme Milot. Quand vous dites, est-ce que vous dites vraiment que quelqu'un qui porte, parce que on va pas se cacher les choses, on parle de voile essentiellement, vous dites qu'une femme qui porte le voile dans un service public, moi je dirais plus particulièrement dans une classe, avec des enfants, ça n'a aucune signification, ça ne dit rien sur l'état des femmes et tout. Je vous pose la question, c'est tout. J'ai rien d'autre. On a fait tellement de recherches depuis tellement d'années dans tellement de pays occidentaux que les femmes voilées doivent en avoir marre de répondre à nos questions. Tellement on leur a demandé, mais pourquoi portez-vous donc le voile? Avec, bien sûr, en portant derrière nous, non pas nécessairement le chercheur, mais tout un ensemble de préjugés que, bien sûr, une femme qui porte le voile, elle est soumise. Si elle le porte et qu'elle dit qu'elle est libre, eh bien, probablement qu'elle ne le sait pas, mais qu'elle n'est pas libre. Parmi les milliers d'entrevues que nous avons faites, que j'ai fait, que mes étudiants ont fait, que des collègues ici que je reconnais ont fait un peu partout dans le monde, la signification du voile est tellement multiple, elle est tellement nuancée, elle est tellement complexe. Deuxièmement, on ne peut pas transposer la signification du voile dans des pays où il est obligatoire et dans des pays démocratiques où les gens sont libres de le porter ou de ne pas le porter. Il y a un enfermement des femmes qu'on essaie de faire avec la signification du voile qui doit être extrêmement blessante pour ces femmes parce que c'est comme si on désignait à leur place ce que signifie ce qu'elles portent pour des raisons personnelles. Alors, comme je dis, les enquêtes m'ont suffisamment démontré tellement qu'on ne veut plus aller les interroger. On les a suffisamment embêtés avec ça pour comprendre qu'elles nous ont témoigné des multiples significations personnelles que pouvait revêtir pour elles ce morceau de vêtement. Très bien. Madame? Alors, bonsoir, Samira Laouni. Initialement, je voulais pas vraiment parler. Je voulais plutôt écouter. Je suis signataire du manifeste pour lequel je vous félicite énormément pour tout le beau travail que vous avez fait. Je pense que c'est là une source, en tout cas pour moi personnellement, qui vient me redonner espoir, me redynamiser, me redonner de l'énergie pour repartir encore de plus belle. Ça fait 12 ans que je suis au Québec. Ma québéquitude, je la définis par ma francophonie. Je la définis par mon respect aux lois. Je la définis par mon respect à autrui. Je la définis par mon épanouissement, ma façon de faire, d'être libre dans ce que je suis, comme je le suis. Et il y a 4 ans, je sentais que ma québéquitude était un petit peu comme menacée. Ça fait 4 ans maintenant qu'elle est menacée. Et j'ai pris le devant. Je travaille plus de 40 heures par semaine en tant que bénévole dans plusieurs associations. Non pas pour faire valoir mon foulard, parce que je ne suis pas voilée, je porte un foulard. Et donc, ce que je fais à tous les jours sur le terrain et gratuitement, bénévolement, je le fais pour un vivre ensemble en harmonie. Je le fais parce que j'ai choisi il y a 12 ans de partir, d'être au cadre de la banque, de la plus grande banque, et de venir ici, au Québec, choisir le Québec pour parfaire mes valeurs universelles. Non pas pour installer ou instaurer ou exiger un tribunal de la charia avec lequel je suis complètement en désaccord. Donc, je suis ici pour
faire progresser mes valeurs universelles, l'égalité, l'équité, sociale, l'équité, la justice, les droits. C'est pour ça que je suis ici. Mais ça fait 4 ans, je suis en train de voir que tout ça est en train de perdre, qu'on est en perte de chemin et que nos enfants que nous avons mis ici et qui se sentent complètement québécois, parce que moi, bon, je dis, je suis d'origine marocaine, et c'est normal, parce que j'ai une origine. Je suis devenue québécoise, mais mes enfants sont nés ici, ils sont québécois. À ces enfants-là, qu'est-ce que je pourrais leur dire en tant que mère? Pourquoi je leur ai choisi cette terre-là pour qu'ils viennent y vivre et pour qu'ils y fassent une vie tout entière? Donc, je dis, attention aux déviations, attention au terrain glissant, attention à aux laïcistes qui veulent imposer leur façon de voir, parce que ne pas croire, c'est aussi une façon de croire qu'on ne croit pas. Et je finis là-dessus. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonsoir. Voilà. Merci tout d'abord. Mon nom, c'est Saoul Polo. J'aimerais vous remercier parce que vous parlez non seulement pour une partie de la population québécoise, mais vous parlez aussi pour une minorité qui est silencieuse. Et la minorité silencieuse, j'en fais partie. Je fais partie de ce 1/5 des Québécois, arrivés il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui depuis 3 ans sont silencieux sur ce débat-là. Ce débat-là se fait sur le dos des immigrants. Le capital politique, le capital extrémiste des laïcs d'un côté ou des nationalistes de l'autre se fait sur le dos des immigrants. Je suis très d'accord avec votre démarche, j'encourage la vôtre. Ce soir, pendant que j'attendais en ligne, j'ai vu quelques jeunes quitter. En fait, je suis arrivé à 7 heures ce soir, j'étais sur l'avenue Mont-Royal pour assister au lancement d'un livre écrit par un certain Paul Saint-Pierre Plamondon. Un livre qui parle des jeunes. Quelle est la place des jeunes au Québec? Et bien souvent, on ne demande pas aux jeunes, la génération Y qui est ma génération, quelle est notre opinion sur ce débat-là? Parce qu'on n'a aucune place sur l'opinion publique. Je suis bien content que Geneviève Barry ait pris la parole avant moi. D'ailleurs, la génération Y a beaucoup enseigné aux générations qui nous ont précédés, malgré tous les combats. Et ce que je voudrais dire aussi, je voudrais partager ma définition de l'interculturalisme. Ma définition de l'interculturalisme a commencé en 1982, lorsque mes parents sont arrivés ici et j'avais l'âge de 6 ans. Et la première chose qu'on a fait ici, ça a été de s'intégrer à la culture francophone québécoise. Aujourd'hui, je parle le français mieux que l'espagnol, malgré que l'espagnol, c'est ma langue maternelle. Le français, c'est la langue que je communique avec mon épouse, qui est d'origine syrienne, mais née au Québec, dans les Laurentides, dans les Hautes-Laurentides, à l'Annonciation, qui parle elle aussi français couramment, c'est sa langue de prédilection principale, et l'anglais est aussi notre langue secondaire, et elle enseigne l'arabe à notre enfant, et j'enseigne l'espagnol à notre enfant. L'interculturalisme pour la génération Y n'a pas débuté il y a 3 ans avec le débat sur les accommodements raisonnables. Il a débuté avec la charte de la langue française, avec la loi 101, avec le fait qu'aujourd'hui, je vous parle en français ici au Québec et que je valorise et je promouvois la langue française autant que n'importe qui ici. Le fait qu'aujourd'hui, je défends les mêmes principes que n'importe qui ici et je cherche à m'intégrer continuellement dans la société qui m'a accueilli, qui m'a autant donné. L'interculturalisme, pour moi et ma famille, veut dire que quand nous sommes arrivés ici au Québec, le premier quartier où nous nous sommes établis, c'était Parc Extension. Mais l'interculturalisme, pour nous, veut dire une société qui nous a donné l'opportunité de progresser au sein de la société québécoise. Le fait de m'avoir permis de faire mon cégep et mon université ici en français, soit avec des bourses ou non, mais le fait qu'aujourd'hui, j'ai un bac des HEC, j'ai des études de McGill et que je produis, je contribue à la société québécoise, à son économie et à l'avancement de notre société. Pour moi, le Québec de demain, c'est le Québec d'aujourd'hui. Ma réalité, pour certains, c'est la réalité de demain. Pour moi, c'est ma réalité quotidienne. C'est le fait que mes meilleurs amis sont peut-être d'origine arabe, d'origine juive, d'origine hindoue ou quoi que ce soit, mais la langue commune que nous parlons, c'est le français. Donc, arrêtons ces débats, OK, sur le dos des immigrants. Arrêtons le capital politique, OK?
Arrêtons le capital sur le dos des immigrants. Commençons à les respecter, commençons à les aider à s'intégrer. Okay? Et vous allez voir, quand les intégrants, l'interculturalisme commence à partir de la 2e génération. Et vous allez voir les barrières tomber de la minorité, la majorité qui est au Québec, mais qui continue à se comporter comme une minorité, malheureusement. C'est ça mon opinion. Merci. Merci beaucoup. Madame, oui, c'est à vous. Bonsoir, mon nom c'est Madame Faye Kadi. Je suis sénégalaise d'origine, arrivée au Canada, ça va faire bientôt 4 ans. Informaticienne de formation au niveau réseau, gestion de réseau, et fondatrice de la Fondation internationale d'appui au développement, initiatrice aussi de l'engagement citoyen en Afrique qui tente le développement social avec la méthode participative. Aujourd'hui, je suis là, j'ai pas eu la chance de lire le manifeste parce que je l'ai appris tardivement, et j'aimerais, avant de faire quelques plaidoyers, ou en tout cas mon avis sur cette question multiculturelle, demander si est-ce qu'il y a eu une concertation qui a été faite pour pouvoir impliquer les immigrants qu'on appelle néo-québécois dans ce manifeste pour pouvoir apporter leur position. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que les vrais débats ne sont pas souvent posés. Je suis une femme qui porte le voile, peut-être à ma façon, comme vous le voyez bien. Et donc, je voulais dire, je ne sais pas si le micro est bien maintenant. Ok, parfait. Donc, je voulais dire que moi, je pense que les vrais débats qui se posent aujourd'hui au niveau des immigrants, les néo-québécois, le Québec qui a quand même participé beaucoup à la multiculturalité, qui a été énoncé par notre ancien président Léopold Sédar Senghor, qui a été très visionnaire, qui a parlé de la civilisation de l'universel, du donner et du recevoir, que le Québec pratique bien, mais il y a quand même quelques défis, de vrais problèmes à poser, à savoir l'intégration des immigrants au niveau de la société québécoise. J'ai été par exemple témoin d'une fille qui a été premier en tout cas au concours de l'informatique dans une école inter-État de 14 pays membres, et que dans des entrevues par exemple on lui dit, dès que cette petite fille dit qu'elle a fait les études en Afrique, on voit le changement des visages. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais c'est de vrais problèmes que les gens rencontrent et qui posent vraiment problème. C'est frustrant. Ça peut briser toute la motivation des personnes qui pourtant ont brillé toute leur carrière, mais arrivés au Québec, c'est comme s'ils ne représentent plus rien, ils font des chauffeurs de taxi. C'est ça les vrais problèmes des immigrants qu'il faut poser. Et l'autre problème, c'est au niveau, on voit une société québécoise qui change avec beaucoup d'immigrants, en tout cas de métissage. Le problème qui se pose, je vois par exemple une femme musulmane qui est au Québec, qui chaque vendredi est obligée de se déplacer. Elle est âgée en plus, elle se déplace du Québec à Montréal pour se rendre au chevet de son mari qui est décédé, qui a été obligé d'être inhumé au Québec, à Montréal, parce qu'il n'y a pas de cimetière musulman au Québec. Et si peut-être on réclame des problèmes comme ça peut être mal vu, mais peut-être si on essayait d'intégrer des problèmes comme ça dans nos manifestes, cela pouvait sensibiliser la population sur le fait que certaines demandes sont quand même humaines, parce que je pense que tout combat mérite d'être posé si seulement il prend la dimension planétaire et humanitaire. Merci bien. Merci beaucoup, madame. Juste un petit mot pour dire qu'effectivement, on ne peut pas tout dire dans un manifeste, mais que plusieurs d'entre nous travaillons sur des terrains différents, en contact avec des réalités un peu comme celles que vous évoquez. Et quand on a écrit dans le manifeste qu'il fallait veiller à lever le plus possible les obstacles à l'intégration, ça comprend aussi des éléments très concrets de la vie comme celui que vous évoquez. Alors, on n'a pas pu tous les nommer parce que c'est un texte relativement court, mais on a vraiment voulu envoyer un message comme quoi il y a des obstacles à l'intégration et ils sont multiples, qui va de la reconnaissance des diplômes jusqu'à une capacité de pouvoir se recueillir auprès des personnes décédées dans notre famille. Très bien. Maintenant, il nous reste, on m'a dit qu'il fallait que notre débat se termine à 9h, donc il nous reste 12 minutes, donc je demanderai aux personnes qui ont encore des questions à poser d'être vraiment très très bref. D'accord. Bonsoir, je m'appelle Laurie Bacro, je travaille sur une étude comparative de la gestion de la diversité entre la France et le Québec. Puis, tout d'abord, je voulais vous féliciter pour ce mouvement qui réintroduit en effet des valeurs
des notions complexes dans la pensée. Et je pense que c'est important. J'avais suivi toute l'histoire du rapport Bouchard-Taylor et effectivement toutes ces questions qui ont tendance à se résumer à une série de faits divers dans les journaux et dans le débat dominant. Et je pense effectivement que c'est très important de réaffirmer, de réintroduire des différentes voix dans le débat, comme l'avait dit monsieur tout à l'heure, la voix des sans-voix, la voix de ceux qui ne parlent pas, qui n'ont pas toujours l'occasion de s'exprimer. En fait, j'aurais 2 questions à vous poser. Bon, le fait du pluralisme et la volonté de créer une société juste, qui me semble effectivement très important. Quelque chose que monsieur Balthazar a dit tout à l'heure au tout début de l'intervention sur le jeu de la majorité et des minorités, et puis le fait que la majorité ne se rend pas compte justement à quel point elle est présente à différents niveaux du débat, et que laisser parfois la parole aux minorités, ça fait aussi partie du jeu démocratique, qui sont des valeurs à réaffirmer. Puis il y a une notion en fait que j'ai entendue tout au long du débat, mais qui n'a pas vraiment éclaté, puis ce sera ma première question en fait. C'est par rapport à la question de l'identité, parce qu'effectivement il y a la question de l'identité québécoise qui peut apparaître problématique dans le complexe plus large du Canada, et je peux comprendre qu'il y ait certaines craintes par rapport à ça, mais aussi l'identité des personnes immigrées qui souhaitent, tout comme les Québécois souhaitent préserver leur identité au sein du Canada, préserver une partie de leur identité au sein du Québec. Et j'aimerais bien vous entendre vous prononcer un peu là-dessus, parce que je sais que vous avez des choses à dire sur ce point-là. Puis un deuxième point, je sais pas vraiment, c'est une question, un commentaire par rapport à l'inscription du terme de laïcité dans la charte québécoise. Je sais que par exemple c'est inscrit dans la Constitution française, comme vous l'entendez à mon accent, je suis française, et elle n'est pas vraiment définie. Donc, de fait, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, sachant que les principales valeurs sont là, de neutralité de l'État, de liberté de conscience et de religion, de l'égalité en droit, la volonté de garder un principe d'unité au sein de la nation, l'égalité homme-femme, enfin, toutes les valeurs sont là. Je sais qu'en France, c'est les mêmes valeurs, même si elles sont déclinées différemment, que le nom est inscrit dans la Constitution, mais je me demande si ça va changer quelque chose, en fait, finalement. Merci beaucoup. Des réactions, Louis Balthazar? Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Déjà, c'est vrai qu'il y a un problème identitaire québécois. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce problème se distingue du problème de l'intégration des immigrants. Et comme monsieur l'a fait valoir tout à l'heure, ne réglez pas votre problème identitaire sur le dos des immigrants, de ceux qui sont pas nés. Ça, Michel Seymour, dans son article ce matin, le fait très bien valoir. Le Québec n'est pas reconnu comme un peuple à l'intérieur du Canada. Et une personne a dit tout à l'heure, c'est vrai que nous sommes une majorité, mais en même temps une minorité dans l'ensemble nord-américain. C'est évident. Et qu'il y a un malaise profond, qu'il y a un sentiment de minorisation, puis qu'il y a, tout le problème constitutionnel est là, mais il faut le distinguer, et il n'y a pas de raison de faire ça, de faire souffrir les immigrants, et surtout de mettre en question ce défi fondamental de notre existence qui est l'intégration harmonieuse des immigrants. Se rend pas compte à quel point, et les jeunes sont là pour le faire valoir, parce que vous vivez ce que nous n'avons pas vécu il y a 40 ans, dans une société qui l'est pluraliste dans les faits. Juste ceci en terminant, le boulevard Saint-Laurent, moi quand j'étais jeune, était la division entre le Montréal francophone et le Montréal francophone. Le boulevard Saint-Laurent est aujourd'hui un lieu de rassemblement du Nouveau-Québec. Merci. Peut-être, oui, peut-être on peut grouper, si c'est possible, faire un tir en rafale. Non, ça vous intéresse plus? Il est 9h moins 10, alors... ça va être voilà. très court. Très court. Mon nom est Monique Hardy-Berlinguet, je suis étudiante en philosophie à l'Université de Montréal et je suis aussi une militante souverainiste et j'ai signé votre manifeste, comme quoi c'est pas... nationalisme et pluralisme ne sont pas nécessairement des opposés. Et en tant que signataire, je vais présenter mon intervention un peu plus comme une demande que comme une question, parce que j'ai des amis qui m'ont fait remarquer, et certaines personnes l'ont souligné ici, qu'il y avait un certain ton un peu supérieur, et aussi dans la forme du manifeste, la manière de dire, il y a tel courant dépeint grossièrement, tel courant dépeint grossièrement, et finalement, il existe une troisième voie, comme s'il n'y en avait pas peut-être une quatrième, une cinquième, une sixième, ou si les nuances pouvaient pas exister. Donc, simplement, je vous demanderais, parce que vous êtes un peu comme mes porte-paroles maintenant que j'ai signé, de faire attention à ne pas tout mettre soit dans «
A, B ou C, mais qu'il y a peut-être des D, E, F, etc. J'en perds mon alphabet. Bon, mais... et aussi de faire attention peut-être au ton qui est parfois trop intellectuel, que bon, j'ai le même problème étant en philosophie, mais de faire attention pour que ça rejoigne bien la majorité en fait, les Québécois et les Québécoises, tout le monde inclus. Merci. Merci.